Je vais un tout petit peu revenir maintenant au prix. Vous avez probablement, un certain d'entre vous, entendu dire, j'y reviendrai au prochain cours, mais je vais déjà faire un petit aperçu aujourd'hui, que le prix de l'énergie, qui ne se discute pas au dernier rang de cet amphi, doit fortement augmenter si l'énergie devient plus rare, ce qui a comme corollaire qu'une énergie plus abondante devrait voir son prix fortement baisser. Le prix de toutes les énergies, en fait, il est plus ou moins asservi au prix du pétrole. Ici, vous avez donc le prix du pétrole exprimé en monnaie constante, c'est-à-dire en monnaie corrigée de l'inflation, depuis un siècle et demi. Alors, vous voyez quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce prix du pétrole, en fait, sur tendance longue, il y a un siècle pendant lequel il est rigoureusement stable, exprimé en monnaie constante, indépendamment de la quantité produite. Vous voyez qu'au moment du choc pétrolier qui caractérise une forte variation de la dérivée, c'est-à-dire la production montait rapidement et elle s'arrête de monter rapidement, le prix augmente fortement, puis revient plus ou moins à son niveau d'avant. Puis de nouveau, vous avez un choc où le prix augmente fortement et revient à quelque chose qui n'est pas très très loin de son niveau d'avant. Donc l'idée que le prix du pétrole est quelque chose qui suit l'abondance de l'offre n'est pas confirmée par ce graphique que vous voyez là. Par contre, le vrai prix des choses, en fait, ce n'est pas le prix exprimé en monnaie, c'est le prix rapporté à la seule grandeur qui reste incompressible au cours du temps, c'est-à-dire 24 heures dans une journée. Dit autrement, le vrai prix de n'importe quoi, ce n'est pas le prix exprimé en argent, c'est le prix exprimé en minutes de temps de travail. Si vous voulez exprimer un prix en minutes de temps de travail, ça veut dire que vous devez rapporter un prix à ce que les gens gagnent. Et donc, vous devez rapporter le prix du pétrole, en l'occurrence, à ce que les gens gagnent, que vous voyez ici, c'est-à-dire le PIB par personne. Et là, à ce moment, on retombe sur nos pattes. Vous voyez que sur le siècle et demi qui vient de s'écouler, ou sur le siècle qui vient de s'écouler, le prix d'un baril de pétrole a été divisé par, 15 à 20, ce qui veut dire qu'avec l'efficacité des machines qui a augmenté dans le même temps, le prix d'un kilowattheure d'énergie mécanique, lui, a été divisé par 50 à 100. On retrouve le même facteur diviseur que celui que vous avez quand on compare le prix d'une énergie renouvelable ancienne avec le prix d'une énergie fossile moderne. On va toujours retomber sur ce facteur diviseur ou ce facteur multiplicateur de quelques dizaines à une centaine qui représente aussi le passage d'un être humain produisant avec ses bras et ses jambes à 200 équivalents esclaves par personne. Donc en gros, par quelques bouts que vous preniez le problème, le passage de la civilisation renouvelable à la civilisation fossile a été l'apparition de Superman ou d'Iron Man pour chacun d'entre nous, avec une multiplication par un ordre de grandeur de la centaine, plusieurs centaines, de la capacité d'action sur l'environnement. Et évidemment, du coup, tous les sous-produits indésirables de cette capacité d'action ont aussi été multipliés par plusieurs centaines. Donc on a supprimé beaucoup de surface pour les autres êtres vivants, c'est pour ça qu'il y a une perte de biodiversité. On a induit beaucoup de pollution dans l'environnement de toute nature, donc il y a tout un tas de substances indésirables qu'on est venu rajouter dans l'environnement à mesure qu'on augmentait les flux de transformation. Ça en est une conséquence parfaitement logique. Si on regarde une période plus récente, par contre, ici vous avez le prix de l'énergie rapporté à ce que les Français gagnent, et bien vous voyez que les gilets jaunes ont peut-être raison et ont sûrement raison pour leur cas particulier, ils ont tort pour la population dans son ensemble, puisque le prix de l'énergie rapporté à ce que les gens gagnent, en première approximation, n'a à peu près jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. Donc, quand on dit « Ah, le litre d'essence à 1,50 €, ok, sauf qu'on oublie que la fiche de paye des gens a augmenté à due proportion, et même un peu plus vite. Alors, je l'ai déjà dit de manière implicite, je vais le redire de manière plus explicite. Cette énergie abondante vous permet d'être assis aujourd'hui dans cet amphi et d'une façon générale à radicalement changer le monde qui nous entoure en ce qui concerne le travail, les métiers. La quasi-totalité des gens que vous connaissez aujourd'hui travaillent dans les services, travaillent en ville et travaillent dans le tertiaire. Je dis bien la quasi-totalité des gens que vous connaissez. C'est une situation très récente qui est la conséquence de l'augmentation de l'approvisionnement énergétique. Vous avez ici l'évolution des effectifs salariés en France, décomposés entre agriculteurs en vert, ouvriers en noir et employés des services en bleu. Ces trois courbes portent sur 2 siècles. Alors je fais une petite parenthèse. Plus vous avez des séries longues quand vous vous intéressez à un processus, mieux vous vous portez.
la meilleure manière de faire un contresens sur l'interprétation d'un processus, c'est d'avoir une série qui est trop courte par rapport aux échelles caractéristiques de temps de variation de ce que vous êtes en train de regarder. Donc il faut avoir des séries un peu longues si on veut comprendre quelque chose. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a 2 siècles, les 2/3 de la population active travaillent dans l'agriculture. Ce sont donc des paysans. Vous en déduisez également une chose de cette affaire-là, c'est que si les 2/3 de la population active sont dans les champs, c'est que la productivité d'un agriculteur à cette époque-là est suffisante pour se nourrir lui, plus une demi-personne qui fait autre chose. C'est ça que ça veut dire. Donc un agriculteur, c'est nourrir 1,5 personnes. Et puis vous voyez que les effectifs dans l'agriculture augmentent doucettement comme le volume, jusqu'en 1850. Alors qu'est-ce qui se passe à cette époque ? Vous n'avez pas à cette époque une augmentation significative de la productivité agricole. En gros, un agriculteur de 1850 est à peu près aussi productif qu'un agriculteur de 1800, un peu plus, mais pas beaucoup. Par contre, ce qui se passe, c'est que la population augmente, et donc on coupe des forêts pour augmenter les surfaces cultivées. On fait de la déforestation en Europe, exactement comme on fait de la déforestation actuellement en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, exactement comme on en a fait aux États-Unis et en Russie. À toutes époques, l'augmentation démographique a supposé pour les populations sédentaires qu'on coupe des forêts pour installer des surfaces cultivées à la place. C'est ce que font les Européens, et donc les Français, et donc on coupe des forêts, jusqu'au moment où il n'y en a plus beaucoup à couper. C'est-à-dire qu'en 1850, on passe par le minimum forestier. 15% de la France est couverte de forêts, pas plus. Aujourd'hui, c'est 25%. Et les 15% couverts de forêts sont essentiellement des surfaces compliquées à cultiver, les montagnes notamment. Et puis, l'industrie commence à développer des auxiliaires pour l'agriculture qui rendent l'agriculteur plus productif. On commence à développer des colliers de trait, on commence à développer des charrues, etc. C'est le début des forges et de l'industrie qui permet de multiplier les auxiliaires pour l'agriculteur. La première moissonneuse-batteuse de mémoire, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est tiré par des chevaux à l'époque, évidemment. Et donc, on amène des auxiliaires aux agriculteurs qui permettent de diminuer le nombre d'agriculteurs pour les remplacer par des machines ou par des animaux de trait dans les champs. À ce moment, évidemment, ça libère des bras pour qu'une partie des gens aillent faire autre chose et ça alimente, mais pas que, la croissance des effectifs dans les autres secteurs. Et puis après-guerre, alors là, pour le coup, Iron Man va arriver pour de vrai. Vous savez qu'Iron Man est une création américaine, c'est les comics de Marvel. Eh bien, c'est vraiment les Américains. En l'occurrence, les Américains amènent les tracteurs et les engrais qu'ils avaient commencé à développer chez eux. Et on va remplacer les effectifs humains et les animaux de trait par beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire les tracteurs et les engrais. Moyennant quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, le rendement céréalier en Beauce, par exemple, a été multiplié par 6 à 8 entre 1945 et 1975. 6 à 8, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et à ce moment, on peut libérer énormément de paires de bras et de jambes qui sont dans l'agriculture pour les envoyer ailleurs. Alors où est-ce qu'on les envoie ailleurs ? Eh bien, on les envoie dans l'industrie, alors industrie ou artisanat, c'est la même chose. Alors dans l'industrie et l'artisanat, on va être capable, grâce à l'approvisionnement énergétique croissant, de mettre en route une quantité croissante de machines, et à chaque fois que j'ai une machine qui se met en route, j'ai besoin de quelqu'un pour la piloter. J'ai une chaîne de production de voitures, j'ai des ouvriers qui travaillent sur la chaîne. J'ai un marteau-piqueur, j'ai besoin d'un ouvrier pour actionner le marteau-piqueur. J'ai une grue, j'ai besoin de quelqu'un pour actionner la grue. Donc on va construire de plus en plus de machines. Et il se trouve que l'approvisionnement énergétique à cette époque-là, nous sommes aux 30 Glorieuses, vous avez vu la vitesse à laquelle le pétrole par personne augmente, l'approvisionnement énergétique à ce moment-là augmente plus vite par personne que la taille unitaire de la machine. C'est une course de chevaux. Et donc, malgré le fait que j'ai des machines de plus en plus grosses, je peux créer de plus en plus d'emplois parce que le flux, le parc de machines, en gros, il augmente, le parc de machines augmente parce que la taille unitaire de la machine augmente moins vite que l'approvisionnement énergétique par personne. Donc je peux augmenter le nombre de machines et donc augmenter le nombre d'emplois dans l'industrie. Après les chocs pétroliers, c'est l'inverse. La taille unitaire de la machine continue d'augmenter alors que l'approvisionnement énergétique par personne s'arrête d'augmenter. À ce moment, j'ai besoin de moins en moins de monde pour piloter des machines qui sont par ailleurs de plus en plus grosses et qui vont continuer à augmenter la production industrielle. La production industrielle en France a doublé entre 1974 et 2007. Donc après les chocs pétroliers, on ne s'est pas désindustrialisé,
On a fait une autre industrie, moins de chaussettes et plus d'avions. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que la taille unitaire de la machine a continué d'augmenter, alors même que l'approvisionnement énergétique par personne, lui, arrêtait d'augmenter. Donc, on a diminué les effectifs dans l'industrie pour actionner des machines unitairement plus grosses et dont l'ensemble produisait plus. Mais là, ce que je regarde, c'est le nombre de gens. Ce n'est pas la puissance productive. Donc, le nombre de gens baisse. Et on a également une deuxième catégorie d'emplois qui augmente, qui sont des emplois asservis à l'industrie. Alors là aussi, quelque chose qui est très important à avoir en tête, c'est que les emplois de service n'existent pas sans flux physique. Un emploi de service comme enseignant, par exemple, si vous n'avez pas des flux physiques pour faire un bâtiment d'enseignement, si vous n'avez pas des flux physiques pour amener les élèves et l'enseignant sur place, donc des moyens de transport, si vous n'avez pas des flux physiques pour faire du matériel pédagogique, des livres dans les temps anciens, des ordinateurs aujourd'hui, vous n'avez pas de système d'enseignement. Prenez un médecin, si vous n'avez pas de quoi fabriquer des médicaments, du matériel médical, à l'hôpital, des appareils d'imagerie, l'hôpital lui-même et les moyens de transport pour faire fonctionner tout ça, vous n'avez pas de médecin. Si vous n'avez pas de voiture fabriquée, vous n'avez pas de banquier pour faire du crédit automobile, vous n'avez pas d'assureur pour assurer les automobiles, vous n'avez pas de moniteur d'auto-école pour apprendre à conduire, et vous n'avez pas d'agent de police pour vérifier que les gens conduisent bien. Tous ces emplois deviennent inutiles, alors que c'est des emplois de service, dans un monde dans lequel vous n'avez pas le flux physique sous-jacent qui est de fabriquer des voitures. Donc, un truc qu'il faut se sortir de la tête, et du reste, je vais vous montrer des corrélations dans pas longtemps qui montrent qu'il faut vraiment se sortir de la tête, c'est l'idée qu'un monde riche en emplois de service est un monde dématérialisé. C'est l'exact inverse. Un monde riche en emplois de service est un monde dans lequel il y a énormément de flux à gérer, et c'est pour ça que vous avez besoin d'énormément de gens pour vous en occuper. Donc les emplois de service augmentent à mesure que la production industrielle augmente, parce qu'il faut continuer il faut gérer, il faut vendre, il faut assurer, il faut gérer, il faut enseigner, etc. Et vous voyez que là, il y a une période où les emplois de service continuent d'augmenter, parce que la production industrielle continue d'augmenter, alors même que les emplois industriels se mettent à baisser. Par contre, à partir de 2007, moment où la production industrielle arrête d'augmenter en Europe, on commence également à avoir un sujet sur les emplois de service. Et vous voyez également apparaître une nouvelle catégorie qui n'existait pas avant, au moment des chocs pétroliers, c'est les chômeurs. C'est-à-dire que l'approvisionnement énergétique par personne n'augmentant plus, en gros, vous n'arrivez plus, donc la productivité du travail augmente peu, puisque la productivité du travail, c'est adjoindre des machines. La productivité du travail augmente peu, et les emplois existants sont trop productifs pour que dans une économie qui a arrêté de croître rapidement, vous puissiez donner un travail à tout le monde. Dit autrement, à partir des chocs pétroliers, on rentre dans une époque où la seule manière de donner du travail à tout le monde, c'est de diminuer la productivité des gens au travail. Et là, l'équation, elle est diverse selon les pays. Certains n'acceptent pas, et à ce moment, ils créent des chômeurs, la France. D'autres acceptent, et à ce moment, ils se mettent à créer des jobs mal payés, mal qualifiés, petits boulots, à temps partiel, etc. C'est les systèmes plus libéraux, anglais, allemands, américains, etc. Mais c'est l'un des deux embranchements qui se met en place. Alors ça, c'est l'évolution dynamique en France. Maintenant, je vais vous montrer quelques évolutions statiques ou dynamiques qui corroborent ce que je viens de dire. Ici, vous avez un graphique dans lequel, avec les données de la Banque mondiale, chaque point représente un pays. En abscisse, j'ai la quantité d'énergie utilisée par personne, c'est-à-dire le parc de machines par personne en moyenne dans le pays, et en ordonnée, j'ai la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. Et bien, vous voyez que c'est très simple. C'est dis-moi combien il y a d'énergie par personne dans le pays et je te dirai quelle est la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. D'accord ? C'est très simple. Après, voilà un autre graphique qui va vous dire la même chose. Ici, c'est l'évolution de 1991 à 2014 de deux données dans le monde. Donc là, c'est en moyenne mondiale. C'est les émissions de CO2 par personne que vous avez là et la fraction de la population active dans l'agriculture. Et bien vous voyez que plus les émissions de CO2 augmentent, ce qui est le cas quand vous suivez l'ordre chronologique, et plus vous avez d'énergie fossile par personne, moins vous avez d'agriculteurs dans la population active. Alors c'est vrai pour le monde, mais c'est vrai par exemple pour l'Inde, mais c'est vrai par exemple pour la Chine, et c'est vrai pour le Brésil. Enfin, j'ai 250 pays dans la base de données, je ne vous les sors pas tous, mais c'est quelque chose que vous constatez à peu près partout. Donc vous mettez de l'énergie dans un pays, ça veut dire que vous mettez des machines dans le pays, vous sortez des paysans de l'agriculture. C'est recta. Et donc vous créez un exode rural.
hectares. C'est partout pareil. Par ailleurs, l'augmentation de la productivité agricole nous a permis d'augmenter la quantité d'animaux qu'on mange, puisqu'il faut plus de surface ou des surfaces plus productives pour manger des animaux qui auront eux-mêmes besoin de manger ce qui pousse. 80% de ce qui pousse en France sert à nourrir des animaux. C'est vrai pour les prairies, c'est vrai pour la totalité du maïs, enfin, sauf les quelques grains des marques que je ne nommerai pas, et c'est vrai pour la moitié du blé. C'est vrai pour la quasi-totalité du soja qu'on cultive dans le monde, qui est une des 4 grandes céréales qu'on cultive, etc. Donc, en gros, 80% dans les pays occidentaux des surfaces cultivées servent à nourrir des animaux que vous allez manger derrière. Et ce que vous voyez ici, alors là, je ne vous ai pas mis l'énergie, je vous ai mis les gaz à effet de serre, peu importe. Ce que vous voyez, c'est que dans les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, là où il y a de la viande ou du poisson, vous avez une partie liée aux hydrocarbures qui est plus élevée. Et ce que vous voyez, c'est que le sens de l'histoire, à cause de l'approvisionnement énergétique croissant, c'est d'aller de la gauche vers la droite. Historiquement, on a mangé des céréales et des oignons. C'est pour ça que les paysans avant puaient du bec. Des céréales et des oignons. Puis on s'est mis à manger des petits animaux. D'abord des œufs, enfin d'abord le produit des petits animaux, les œufs, puis le petit animal lui-même. Rappelez-vous Henri IV, il faut que les gens puissent manger des petits animaux, la poule au pot. Mais c'était déjà du déchet, la poule au pot, parce qu'elle a pondu toute sa vie. J'avais un déchet en fin de vie, la poule, on mangeait la poule. Puis on s'est mis à manger des poulets de chair, puis on s'est mis à manger des cochons, puis on s'est mis à manger des vaches. Le fait de pouvoir élever des vaches rien que pour les manger, c'est quelque chose qui est la marque d'un pays qui est sous perfusion énergétique. Ça ne marche pas, et l'archétype, c'est les États-Unis. Ça ne marche pas dans un pays à l'approvisionnement énergétique sobre. Et à cause de la productivité amenée par les machines, cette alimentation de plus en plus carnée nous coûte de moins en moins cher. Vous avez ici la part du budget des ménages ramenée, la part de l'alimentation, pardon, dans le budget des ménages aux États-Unis. Alors c'est une série longue. J'ai pris les États-Unis parce que c'est facile de trouver des séries longues sur les sites américains, malgré le génie des ingénieurs français. Trouver des séries longues de cette nature en 3 clics de souris sur un site français est quelque chose de très difficile, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, en tout cas, ça marche très bien aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un petit siècle, le budget alimentaire des ménages, c'est un quart de ce qu'ils gagnent. Et à l'époque, c'est essentiellement de la restauration à domicile. Donc Madame Michu, pardon de ce propos sexiste, mais c'est la réalité, achète des produits bruts aux paysans du coin, ou à la place du marché du coin, et fait le frichti pour Monsieur Michu et elle-même à partir de poireaux, de patates, d'œufs et de poulet. Aujourd'hui, quand vous allez acheter de la nourriture, en fait, l'essentiel de ce que vous achetez, 80% des achats alimentaires des Français passent par la grande distribution, l'essentiel de ce que vous achetez n'est pas de la nourriture. Le ticket de caisse en sortie d'un magasin de la grande distribution, c'est du salaire de caissière ou du salaire d'ingénieur de la boîte qui a fait les terminaux de paiement automatiques, peu importe. C'est de l'allocation d'espace, c'est du salaire de magasinier, c'est du salaire de transporteur, c'est du chiffre d'affaires de Volvo Trucks, c'est du chiffre d'affaires de Publicis, etc. Enfin, c'est tout sauf de la bouffe. Quand vous regardez le produit brut dans ce que vous achetez, dans les bons cas de figure, c'est un tiers de la facture, dans les mauvais, c'est 3%. Prenons l'exemple d'une boîte d'œufs. Combien ça coûte une boîte d'œufs en grande surface? Les mauvais, les pas bio. Non, ça, c'est les œufs bio qui coûtent 3 €. Oui, 1,50 €. En gros, hein. Donc 1,50 € pour 6 œufs. Donc comme vous êtes plus fort que moi en calcul mental, ça met l'œuf à... C'est dur, hein. Oh, 15 divisé par 6, ça fait combien? Ça met l'œuf à combien? 25 centimes, nous sommes d'accord. Est-ce que vous savez à combien le même œuf est acheté en sortie de ferme? Pas mal, pas loin de 5. 6, 7. Donc vous voyez, rien que sur une boîte d'œufs, zéro transformation. Zéro transformation. Vous avez un facteur 4 entre la sortie de ferme et ce que vous payez en sortie de caisse. Donc j'insiste, le ticket de caisse aujourd'hui, c'est tout sauf de la bouffe. Ce qui veut dire que quand on fait une série sur durée longue, en fait, vous avez une inhomogénéité massive entre ce que vous regardez au début de la série et ce que vous regardez à la fin de la série. Parce qu'au début de la série, c'est vraiment l'œuf tel qu'il sort de chez le fermier, acheté au marché par Madame Michu. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça.
Et donc, en fait, si vous regardez, et dans le hors domicile, c'est encore pire, l'omelette au café du coin, là, c'est pas 1,50 € que vous allez la payer 5 € ou 6 € pour 3 œufs, pour 75 centimes d'œufs. D'accord? Donc, vous rajoutez un facteur 10. Donc, donc là, en fait, le vrai prix de la nourriture, aujourd'hui, il a en gros été divisé par un facteur 20 sur cette échelle de temps. Le reste, c'est du service. On retombe encore, à nouveau, sur le facteur diviseur de quelques dizaines, alors ça varie selon les produits, grâce à l'abondance énergétique.